Ok, on fait le point, d'accord? En général, les ratons laveurs ne semblent pas très menaçants. Mais si vous prenez un de ces fouineurs de poubelle et que vous le nourrissez de Moon Rocks et de Mountain Dew, vous obtenez une machine à tuer de 5 kilos qui donnerait du fil à retordre à Pablo Escobar. C'est exactement ce qui se passe quand un adorable petit gremlin des poubelles tombe accidentellement sur la réserve de drogue d'un camé du coin. Et une fois qu'il aura goûté à la chair humaine, tout sera perdu. Et ouais, Rocket est sur le point de transformer cette forêt en un véritable bain de sang. Je suis donc ici pour vous expliquer les erreurs commises, ce que vous devriez probablement faire et comment battre le raton laveur enragé dans Raccoon. C'est une matinée paisible quelque part dans les collines de Virginie occidentale, et toutes les petites créatures innocentes de la forêt commencent tout juste à se réveiller. Mais chaque paradis a son côté obscur, et c'est là que nous trouvons deux toxicomanes des Appalaches qui traînent dans leur habitat naturel. Ils attendent sous le pont leur dose quotidienne quand Denny, leur dealer habituel, arrive dans sa voiture de hamster et aujourd'hui il dit qu'il a quelque chose de spécial pour eux. Au début, ils sont un peu sceptiques, mais il affirme que c'est meilleur que tout ce qu'ils ont essayé auparavant. Et pour rendre l'offre encore plus alléchante, il leur dit que c'est au même prix que la marchandise habituelle. C'est une offre qu'ils ne peuvent pas refuser, et après lui avoir donné l'argent, il leur remet un petit sachet qui contient une substance néfaste de couleur orange, dont le nom commence par la lettre C et rime avec Knack. Nous l'appellerons Orangette, pour ne pas être bannis de YouTube. Excités, les deux toxicos retournent à leur squat pour l'essayer, et comme c'est lui qui a avancé l'argent, il insiste pour être le premier à la goûter. Elle est aussi bonne que Denny l'avait dit, peut-être même trop bonne, et quand son ami commence à lui en demander, il refuse de lui en donner. À ce moment-là, ses yeux deviennent orange à mesure que l'orangette envahit son organisme, et tout à coup, il se jette sur son ami et la poignarde dans le cou avec le verre. Comme hypnotisé, il se tient debout au-dessus de son corps avec de la bave orange qui coule de sa bouche. Mais à ce moment-là, un de leurs potes arrive pour se joindre à la fête, avant de se rendre compte qu'il a commis une terrible erreur puisque l'homme se retourne pour s'en prendre à lui ensuite. Ok, d'accord, très bien. C'est exactement ce contre quoi le programme DARE nous mettait en garde dans les années 90 aux USA. Ces deux-là avaient probablement déjà pris le mauvais chemin bien avant l'arrivée de Denny. Mais la décision qui a scellé leur destin a été de faire confiance à un type qui s'habille comme riff-raff et qui porte le même nom qu'une chaîne de resto servant des petits-déj à toute heure. Dès l'instant où ils ont réalisé qu'ils étaient sur le point de débourser une centaine de dollars à ce type, ils auraient dû s'inscrire à un programme, se désintoxiquer et changer de vie. Comme ça, ils ne se seraient pas retrouvés à devoir chercher des fragments de citrouille de contrebande tous les 28 jours. Vous voyez ce que je veux dire? Chaque fois que vous vous retrouvez à faire des transactions commerciales sous un pont, c'est un signal d'alarme numéro 1. Et le carton rouge numéro 2 a été quand le personnage le plus recherché de Malibu a dit qu'il leur vendait une nouveauté au même prix que d'habitude. Aucun homme d'affaires entreprenant comme Denny ne donnerait un produit de meilleure qualité pour moins de profit, à moins qu'il n'y ait un piège. Soit c'est un moyen de les rendre accros à quelque chose d'encore pire, soit ils les utilisent comme cobayes. Et deux toxicomanes expérimentés comme eux auraient dû voir tout ça venir de loin. Et dès que Dutch a eu ce regard fou dans les yeux, sa copine aurait dû se préparer à se battre. Ça ne va pas être facile parce que quand l'orangette entrera dans son organisme, il va instantanément augmenter sa tolérance à la douleur et sa force. Et il va développer de nouveaux mouvements beaucoup plus imprévisibles. La clé est donc de reculer rapidement et d'utiliser les autres toxicomanes du coin comme bouclier de viande, de prendre une arme si elle en a besoin et de se tirer de là avant qu'ils ne les tuent tous. Maintenant, après avoir vu ce que ça a fait à Dutch, je détesterais voir ce que ce truc ferait un petit raton laveur sauvage. Mais je pense qu'on ne va pas tarder à le découvrir. La scène suivante nous emmène à la morgue locale où le médecin légiste est occupé à examiner le corps de la victime. Il discute avec son collègue des dures réalités de leur métier, disant qu'il préférerait s'occuper de cadavres normaux au lieu de s'occuper des cas bizarres qu'on lui confie maintenant. En examinant le cadavre, il remarque que ses yeux sont complètement orange et ils sont tous les deux épouvantés par la brutalité de l'agression. Pour apaiser son partenaire, le vieil homme lui rappelle qu'ils doivent rester professionnels et il commence à expliquer que l'incident a été causé par une très mauvaise série d'orangettes qui circulent dans la rue. Ils craignent que la situation ne fasse qu'empirer et après une dernière réplique du vieil homme, on passe au prochain personnage de notre histoire. Dans leur maison située quelque part à proximité, Jonathan, le ranger, prépare le petit déjeuner pour sa femme infidèle Charlotte, enseignante dans la région. Il part faire une patrouille dans le massif montagneux pour repérer les étudiants qui pourraient causer des problèmes. Mais ça lui rappelle une époque où il faisait exactement la même chose. Leur relation bat de l'aile depuis qu'elle l'a trompé il y a quelques mois, et elle est agacée que Jonathan revienne sans cesse là-dessus. Désolé, mais qu'est-ce que tu veux qu'il fasse d'autre ? Il s'excuse et explique que ce n'est pas facile à oublier, mais il change rapidement de sujet et dit qu'il ferait mieux de se mettre au boulot.
D'après lui, ça devrait être une journée assez tranquille, mais il ne se doute pas qu'une surprise l'attend. L'histoire nous emmène encore à un autre endroit sous un pont où nous rencontrons deux autres toxicos assis près de la rivière. Ils sont tous les deux occupés à se disputer pour savoir lequel des deux est le plus gros sac à puce. Et ils commencent à s'impatienter de ne pas voir revenir leur dealer avec leur cam. Finalement, le type arrive. Il est exactement comme on pouvait s'y attendre. Et quand il lui demande de leur remettre la marchandise, ils sont surpris de découvrir qu'il s'agit du nouveau produit que Denny répand partout. Ils sont un peu méfiants au début, mais il les rassure en leur disant que sa marchandise est de qualité. Otis décide donc de l'essayer. Bien sûr, ça le fait décoller comme une fusée, mais le dealer dit qu'il ne goûte jamais à son propre produit. La fille décide alors d'essayer à son tour. Ils sont tous les deux en plein kiff quand Otis tombe dans les vapes. Inquiète, la fille essaie de le réveiller. Tout à coup, il se redresse avec de la bave orange qui lui sort des yeux, du nez et de la bouche. Et il utilise le verre pour arracher l'œil du mec avant même qu'il ne comprenne ce qui se passe. Il se met à rire comme un fou et se rassied sur sa chaise, tandis que son ami commence à avoir des convulsions sur le sol. Mais elle se relève soudainement et se jette sur lui comme une bête sauvage. Il la repousse et la fait tomber. Du coup, elle se cogne la tête contre le sol. Puis il ramasse une énorme roche et la lui balance sur le crâne. Ok, bon, je sais ce que vous pensez, mais où est donc passé ce fichu raton laveur? Il va arriver, d'accord? C'est pas ma faute s'il ne le montre qu'après 22 minutes du film, alors soyez indulgents les amis. Cela dit, c'est un problème qui aurait dû être résolu bien avant que Rocket ne mette la main sur cette orangette. À la morgue, ils ont mentionné que ces cadavres étranges continuaient d'apparaître partout dans la ville. Eh bien, ça signifie que les autorités devraient déjà être sur l'affaire et qu'elles devraient maîtriser cette situation avant que toute la population ne se transforme en une bande de zombies enragés. Donc, la première étape consiste à prélever un échantillon de cette saloperie sur une des scènes de crime et à l'envoyer à un laboratoire d'État pour obtenir un rapport toxicologique officiel qui permettra de déterminer s'il s'agit d'un composé connu ou d'une substance inconnue, vous voyez ? La police locale devrait former une équipe spéciale qui travaillera conjointement avec l'unité de lutte contre les stupéfiants, la police d'État et peut-être même la DEA afin de disposer d'un maximum de ressources. Ensuite, elle devrait diffuser un avertissement public indiquant qu'une drogue extrêmement dangereuse circule, dans l'espoir d'empêcher toute personne suffisamment intelligente pour écouter cet avertissement de consommer cette substance. Elle devrait ensuite continuer la filière jusqu'à la source que nous connaissons déjà, notre ami Denny. Un nouveau produit. Je l'ai eu de Denny à bon prix. Ça va te faire planer, bordel. Il faudra commencer par des descentes dans les rues, des perquisitions dans les maisons ou les lieux de rencontre connus, l'arrestation de toute personne trouvée en possession de cette merde et son interrogatoire pour savoir où elle l'a obtenu. Maintenant, la scène de crime sous le pont pourrait leur fournir toutes les informations dont ils ont besoin. La première chose qu'ils doivent faire, c'est de sécuriser la zone et de commencer à rassembler des preuves, y compris des objets personnels comme les téléphones et les portefeuilles des victimes. Ensuite, ils pourront consulter leurs journaux d'appel et leurs textos, ainsi que les antennes relais utilisées pour savoir exactement quand et où ils se sont procurés la cam. À terme, ils devraient avoir suffisamment de preuves pour obtenir un mandat d'arrêt contre Denny et le retirer de la circulation avant que sa nouvelle orangette ne se retrouve entre de mauvaises mains. Au bout de 19 minutes et 30 secondes, nous rencontrons enfin Finn, l'héroïne de notre histoire, alors qu'elle arrive avec ses amis dans un chalet loué quelque part dans les montagnes. Bon d'accord, la qualifier d'héroïne est peut-être un peu exagérée. En gros, elle va passer son temps à flâner sans rien faire jusqu'à la fin de l'histoire. Mais comme je l'ai dit, soyez indulgents les amis. Quoi qu'il en soit, elle a hâte de profiter de la beauté de la nature environnante, mais ses amis ne veulent que boire de la bière et raconter des blagues vulgaires. À chaque phrase. Prenez Carlos par exemple, dont la première réaction est de lâcher un énorme paix dès qu'il sort de la voiture. Ouais. Son pote Aiden a oublié les accessoires pour la fête chez lui. Mais il dit que ce n'est pas grave, puisque Denny doit passer les voir dans les prochaines 24 heures. Pour l'instant, il est temps de déballer leurs affaires et de s'installer. Mais il ne se doute pas qu'un des animaux de la forêt est sur le point de se lancer dans une série de massacres. Non loin de là, un adorable petit raton laveur est assis sur les rochers au bord d'une rivière. Mais il s'apprête à se livrer à la tuerie la plus brutale que ces collines aient jamais connue. On retrouve donc Denny et son petit ami Frankie en route pour un rendez-vous avec leur destin, filant à toute allure sur les routes sinueuses avec du death metal à fond dans la radio, malgré le fait qu'ils transportent suffisamment d'orangettes pour les envoyer tous les deux en prison pour le reste de leur vie. Agacé par ses singeries, Frankie se penche et lui donne une tape amicale, ce qui le fait dévier de sa trajectoire, et ils ne se rendent même pas compte qu'ils sont déjà suivis par la police. Pendant qu'il roule, le petit ami mentionne qu'il a entendu parler d'un mauvais lot de bonbons qui tue des gens dans la ville, sans se douter que ce sont eux qui les distribuent. C'est alors qu'un raton laveur en image de synthèse traverse la route juste devant eux, les obligeant à faire une deuxième embardée.
Les policiers mettent alors leur sirène en marche et décident finalement de les arrêter. Paniqué, Frankie dit à son copain d'accélérer et de prendre le prochain virage. Et il jette le sac par la fenêtre avec l'intention de revenir le chercher plus tard. Mais c'était leur plus grosse erreur. Ils ont réussi à se débarrasser du sac sans que les policiers ne s'en aperçoivent. Mais quand ils finissent par s'arrêter, les agents veulent savoir pourquoi ils ont fait des embardées sur la route. Au début, ils se méfient beaucoup de ces deux-là. Mais Frankie parvient à les tromper en prétendant qu'ils sont en lune de miel. Et estimant qu'ils ne valent pas la peine qu'on s'en occupe, le policier dit au couple qu'ils sont libres de repartir. Ils pensent qu'ils viennent de s'en tirer, alors ils font demi-tour pour récupérer leur butin. Mais avant qu'ils n'arrivent sur place, le joli petit raton laveur vient se promener et le trouve avant eux. Il s'approche du sac, ouvre la fermeture éclair avec ses dents, puis commence à fouiller à l'intérieur. Il en ressort avec le sachet rempli de bonbons orange et s'enfuit ensuite dans la forêt. Oh punaise! Bon, écoutez bien, d'accord? C'est pire que la fois où ce raton laveur domestique a fait arrêter son propriétaire lors d'un contrôle routier. Vous l'avez vu? Cette vidéo était complètement dingue. Enfin bref, on dirait que ces deux idiots viennent de créer le raton voleur le plus dangereux au monde. Vous comprenez ce que ça veut dire? Denny et Frankie, vous avez merdé. Maintenant, mettons d'abord une chose au clair, parce que rien de tout ça ne serait jamais arrivé si vous deux bandes d'idiots n'aviez pas créé cette saleté au départ. Je ne sais pas qui a décidé de vous laisser cuisiner, bande de crétins, mais on dirait que vous êtes plutôt des Jessie de la saison 1 que des Walter White. Je veux dire, qu'est-ce que vous avez bien pu mettre dans cette orangette pour provoquer une telle réaction chez les gens? Une dose concentrée du virus de la rage, du kérosène non filtré et le produit X des super nanas? Faut me le dire. Quoi qu'il en soit, le cocktail de substances que vous avez concocté n'aurait jamais dû être mélangé. Et le plus dingue, c'est que Frankie a déjà entendu parler des cadavres aux yeux orange qui s'accumulent dans toute la ville. Sérieusement? Allô? Je sais que vous êtes stupide, mais vous avez vraiment besoin qu'on vous explique les choses? Il vous faut quoi de plus pour comprendre que cette mystérieuse épidémie est directement liée aux produits que vous venez de mettre au point? Alors oui, ce serait peut-être une bonne idée d'arrêter de vendre cette camelote avant que ça n'empire. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais transformer tous vos clients en véritables zombies, c'est un excellent moyen de vous ruiner. Ben ouais, parce que bientôt il ne restera plus personne pour acheter ce que vous vendez. Et ça, c'est uniquement si la traînée de cadavres ne mène pas les flics directement à vous avant. D'ailleurs, en parlant des flics, on pourrait penser que deux criminels expérimentés comme vous sauraient mieux que quiconque qu'il ne faut pas conduire comme des idiots quand on est habillé comme Vanilla Ice et qu'on transporte assez de nuggets pour vous envoyer tous les deux en prison pour un siècle. Je veux dire, c'était pour rester discret, ça, sérieux? Mais vu que le seul plan que vous avez trouvé était de jeter le sac dans les bois et d'espérer que tout se passerait bien, il semble maintenant que Rigby le Maléfique soit sur le point de tuer tout le monde dans un rayon de 80 bornes. Alors félicitations les camis, parce qu'il semble que vous veniez de merde. À la cabane, les autres se moquent tous de Finn parce qu'elle ne participe pas aux festivités. Mais la jeune fille explique qu'elle ne boit pas parce que son père était un alcoolique invétéré. Au lieu d'être compréhensif, il continue à se moquer d'elle jusqu'à ce qu'elle en ait finalement assez. Et frustrée, elle décide de partir se promener seule. Elle a besoin d'espace, alors elle prend son appareil photo et décide d'aller explorer les sentiers à proximité, tandis que ses amis, restés à l'intérieur, continuent de lui dire qu'elle devrait se détendre. Pendant ce temps, Denny et Frankie attendent que personne ne les regarde avant de partir à la recherche du sac disparu. Ils n'ont même pas fait 3 mètres que Frankie commence à se plaindre des insectes et autres bestioles des bois. Mais un peu plus loin, ils finissent par trouver le sac juste à côté du sentier. Seulement voilà, il y a un problème. Les orangettes ne s'y trouvent pas. Et alors qu'ils regardent autour d'eux pour voir si elles sont tombées, quelque chose commence à bouger dans les buissons près de leurs pieds. Denny s'approche pour voir de plus près et sursaute quand il voit un raton laveur à l'air agressif assis là, un sachet dans la gueule. Mais quand il tend la main pour le lui prendre, la créature bondit tout à coup et commence à le mordre dans les parties. Horrifié, il commence à paniquer et tente de se défendre. Mais la bête finit par grimper sur sa poitrine et lui enfonce ses dents dans la gorge. En quelques secondes, elle lui arrache des morceaux de chair. Quant à Frankie, il reste là à regarder. Et quand tout est enfin terminé, il s'enfuit en courant encore plus profondément dans la forêt avant que la chose n'essaie de le tuer à son tour. Ok, d'accord. Denny n'était pas un expert en faune sauvage, mais tout le monde sait que les ratons laveurs sont censés être nocturnes. Ça veut dire qu'ils ne sortent que la nuit. Donc si vous en voyez un qui traîne dans le coin en plein jour, restez loin de lui. Il pourrait être enragé, blessé ou même être une sorte de mutant comme celui-ci. Il l'avait aussi vu avaler une quantité dangereuse d'orangettes, ce qui l'a rendu encore plus violent et imprévisible. Donc à ce moment-là, ils auraient dû attendre qu'il s'en aille et revenir plus tard pour récupérer ses orangettes. Ou au moins utiliser un bâton ou quelque chose du genre au lieu de se baisser à main nue.
Maintenant, quand il s'est accroché à ses parties, il a rapidement compris qu'il ne pourrait pas le faire lâcher. Ça, c'est parce que les ratons laveurs ont déjà une force incroyable dans les avant-bras et des pattes flexibles à 5 doigts qui leur permettent de saisir les objets, comme les primates. Et les orangettes ont probablement amplifié sa réponse musculaire, le rendant encore plus fort. Donc s'il ne pouvait pas le retirer, la seule solution était de le faire tomber avec un impact puissant. Comme par exemple, option 1, suivez-moi bien, ok ? Allez, chopez le petit gremlin avec les 2 mains, plongez vers l'avant et projetez-le directement sur le sol, en utilisant la force de votre propre poids pour briser sa prise. Sinon, l'option 2 consiste à lever les 2 bras et à lui asséner des coups de poing à la Donkey Kong directement sur le crâne. Avec un peu de chance, ça secouera suffisamment son cerveau pour qu'il lâche prise. Mais une fois qu'il l'avait plaqué au sol, c'est là que Frankie aurait dû intervenir et lui asséner un bon coup franc comme au foot en plein dans la poitrine. Une personne ordinaire peut générer jusqu'à 120 kg de force en un seul coup de pied, ce qui devrait être suffisant pour lui briser les côtes, lui disloquer la colonne vertébrale et l'envoyer valdinguer à 2 mètres dans les airs pendant qu'ils courront vers la voiture. Mais il semble que le règne de terreur de Crack Coon soit maintenant sur le point de commencer. Dans une autre partie de la forêt, Finn profite du calme de la nature quand elle entend des coups de feu retentir au loin. Il s'agit de 2 rednecks locaux qui chassent l'écureuil avec un fusil de calibre 12. Mais leur quête est rapidement interrompue lorsqu'ils commencent à se balancer des vannes sur leurs mères respectives. La situation est sur le point de dégénérer quand Frankie arrive en courant sur le sentier en appelant à l'aide. Perplexe, il lui demande ce qui ne va pas, et il leur explique qu'ils viennent d'être attaqués par une sorte de raton laveur enragé. Mais l'histoire semble tellement insensée que les 2 hommes refusent de le croire. À ce moment-là, la créature se met à grogner vers eux depuis un arbre voisin. Et réalisant qu'ils sont sur le point d'être attaqués, Frankie décide de se tirer avant que la bestiole ne frappe à nouveau. Les 2 chasseurs restent là, sidérés par la situation. Mais quand le type au chapeau va voir ce qui se passe, le raton laveur bondit tout à coup hors des buissons et commence à le mettre en pièces avec ses griffes. Enfin, je veux dire, l'homme appelle à l'aide, mais son ami n'arrive pas à viser correctement et dans le chaos, il tire accidentellement dans la tête de son pote, tandis que le raton laveur, lui, bondit pour l'éviter. Il tombe au sol, se retourne immédiatement et s'en prend à l'autre homme, qu'il fait tomber directement dans un piège à ours qui se referme sur sa tête. Ok, ces 2-là sont peut-être les pires chasseurs que j'ai jamais vus. Je vais me contenter de dire ça et on continue, ok ? Maintenant, comme on vient de le voir, les ratons laveurs ne sortent pendant la journée que s'ils sont malades ou blessés. Et ça signifie qu'ils sont dangereux. Donc, quand ils ont vu cette chose grogner depuis un arbre, la dernière chose qu'ils auraient dû faire était de s'en approcher. Dès qu'ils ont remarqué qu'ils les observaient, la décision la plus intelligente aurait été de rester sur place et de reculer lentement. Il ne faut pas se retourner et s'enfuir, du moins pas tout de suite, parce que ça pourrait déclencher une réaction agressive. Mais reculer lentement permet à l'animal de comprendre que vous êtes pacifique, tout en vous laissant le temps de réagir s'il décide d'attaquer. Au lieu de ça, cet imbécile a envoyé son copain désarmé voir ce qui se passait. Mais ça n'a fait qu'énerver encore plus la bestiole. Maintenant, contrairement aux toxicos, ces chasseurs étaient armés de fusils, ce qui leur donnait l'arme parfaite pour affronter un Crack Coon, s'ils l'avaient utilisé correctement. Vous savez, nous les gamers, on sait que les fusils sont plus efficaces à courte et moyenne distance, parce qu'ils tirent plusieurs plombs qui se dispersent en vol, ok ? Ça augmente vos chances de toucher cette maudite créature, à moins que vous ne soyez trop loin. Cela étant dit, il était d'autant plus important de reculer, parce que ça leur aurait permis d'utiliser leur arme aussi efficacement que possible, tout en se mettant hors de danger. Le seul problème, c'est que Lenny a peut-être utilisé sa dernière cartouche quand il a transformé la tête de son copain en brume rouge. Mais même dans ce cas, il avait encore une chance de gagner le combat. Même sans munitions, le fusil de chasse reste une arme de 3 kilos qui peut causer de sérieux dégâts. Lenny aurait pu simplement le prendre par la crosse et frapper le raton laveur de toutes ses forces façon Happy Gilmore quand il a couru vers lui, vous voyez ? Et il l'aurait envoyé voler dans les bois comme une balle de golf poilue géante. Et du coup, ça aurait été eux qui auraient mangé du ragoût de raton laveur au dîner ce soir, et non l'inverse. Pendant ce temps, au poste des gardes forestiers, Jonathan est occupé à ne rien faire quand sa secrétaire Marla arrive avec des nouvelles très inquiétantes. Elle lui dit que la folle dingue du coin a appelé pour signaler que son mari n'était jamais revenu de sa partie de chasse. Cette dame appelle tout le temps pour raconter des histoires farfelues, et il n'est donc pas vraiment pressé de donner suite. Mais comme ils savent qu'elle n'arrêtera pas d'appeler tant qu'il n'aura pas fait quelque chose, il décide à contre-cœur d'aller vérifier. Dans les bois, nous retrouvons le chef d'une sorte de secte religieuse étrange qui tente de chasser les démons d'un de ses membres. Ils sont convaincus qu'il est possédé à cause de son amour pour le heavy metal, mais le gars soutient qu'ils font erreur. Et en parlant d'erreur de la nature, le raton laveur est juste au-dessus d'eux, observant silencieusement chacun de leurs mouvements jusqu'à ce qu'ils soient prêts à frapper.
Ignorant le danger, deux des disciples jouent à un jeu de tape-main au bord de la clairière, quand tout à coup, une tête coupée roule jusqu'à leurs pieds. Terrifiés, ils commencent tous à paniquer tandis que le raton laveur saute du haut des arbres et mord l'un d'eux directement dans le cou. Certains se mettent à courir pour sauver leur vie, tandis que les autres restent là à crier jusqu'à ce qu'ils lancent le petit monstre poilu vers la personne suivante comme une foutue patate chaude. Alors que tout sombre dans le chaos, le chef se retourne et voit ses ouailles se faire mettre en pièces. Mais il décide qu'il vaut mieux s'enfuir tant qu'il en a encore la possibilité. Alors qu'il s'apprête à s'enfuir, un de ces idiots accourt et lui demande ce qu'ils doivent faire. Il renvoie alors le pauvre gars comme bouclier de viande, pendant que lui s'enfuit. Le type arrive juste à temps pour voir ses amis se faire déchiqueter, et il est tellement distrait par cette vision d'horreur qu'il se fiche sur place, paralysé par la terreur. Et c'est là que la créature bondit de sa cachette et commence à lui arracher le visage, le laissant jouer une dernière partie de tape-main avec lui avant qu'il ne meure de ses blessures. Ça c'était fun. Ok bon, je suppose que le vrai petit démon se cachait dans les arbres depuis le début. Maintenant, ce groupe de barjots n'avait peut-être pas de fusil, mais ce qu'ils avaient, c'était une bonne réserve de boucliers de viande. Ce qui est toujours mieux que rien si vous voulez mon avis. Vous voyez, c'est un de ces moments où on doit revenir à un de mes dictons préférés ici sur la chaîne. Vous n'avez pas besoin d'être plus rapide que le Crack-Coon pour vous échapper. Il vous suffit d'être plus rapide que le bouclier de viande qui se tient à côté de vous. Ça s'applique généralement aux ours, mais ça fonctionne pour pratiquement tous les prédateurs à fourrure que vous pourriez rencontrer dans la nature. Gardez donc ça à l'esprit la prochaine fois que vous partirez en rando en groupe. Cela dit, j'ai une bonne nouvelle, parce que les ratons laveurs ont des pattes relativement courtes par rapport au reste de leur corps. Ils ne sont donc pas vraiment faits pour la vitesse. Ne vous méprenez pas, ils ne sont pas lents pour autant et ils peuvent atteindre environ 25 km/h sur de courtes distances. Mais ils ne pourront parcourir qu'environ 20 mètres avant de commencer à ralentir. Une personne moyenne pourra donc généralement en battre un dans un sprint en ligne droite sur un terrain plat, surtout si elle a une longueur d'avance. Le seul problème, c'est que nous devons également tenir compte du facteur orangette. Il est donc raisonnable de supposer que Rocket Crack-Coon pourrait avoir un petit coup de pouce en termes de vitesse après avoir consommé cette substance spéciale. Par conséquent, au moment où le raton laveur a attaqué, la chose la plus intelligente à faire était de s'enfuir en courant comme ce type ici et de s'éloigner le plus possible pendant qu'il était occupé à dévorer les autres. Mais pour ceux qui n'ont pas décidé de s'enfuir, le seul avantage qu'ils avaient encore était leur nombre. Je me dois de le dire, ils étaient 10 fois plus nombreux que cette créature. Dès que le raton laveur a lancé son attaque, ils auraient dû saisir des branches, des pierres et tout autre objet à leur portée et tenter de collaborer pour éliminer cette bestiole. Ils auraient certainement subi des pertes, mais ça aurait été préférable que de rester plantés là pendant que le raton laveur les déchiquetait. Ailleurs dans la forêt, Finn commence à entendre des bruits d'écureuils provenant des buissons. Mais juste au moment où elle semble sur le point d'être attaquée, Frankie surgit des bois et lui rentre dedans. Il s'excuse et explique qu'il vient d'être attaqué par un raton laveur enragé. Mais comme les autres, Finn refuse de croire un mot de ce qu'il dit. C'est alors qu'ils entendent les bruits du raton laveur qui les observe, et Frankie décide de partir avant que le petit démon à fourrure ne revienne. Et la jeune fille le considère simplement comme un type bizarre et décide de poursuivre son chemin. Plus tard, un autre type qui n'a rien à voir avec eux décide d'aller aux toilettes. Mais le raton laveur le suit. Et à en juger par les cris, ça fait 16 de moins et il en reste 11. Non loin de là, nos prochaines victimes s'installent pour pêcher au bord d'un lac paisible. La petite amie est frustrée qu'Allen ne puisse pas leur offrir des vacances plus onéreuses. Mais son stand de hot dog ne rapporte pas beaucoup. Malheureusement, c'était le mieux qu'il pouvait se permettre. Ils n'ont pas passé 5 secondes ici qu'ils se disputent déjà violemment, et frustrés, ils s'éloignent pour aller chercher du bois de chauffage. Mais c'est la dernière fois qu'ils se verront vivants. Ils souhaitent tous les deux secrètement la disparition de l'autre, quand Allen entend un bruit dans les buissons. Intrigué, il s'approche et découvre un raton laveur enragé qui lui grogne dessus depuis l'autre côté. Cet idiot se penche pensant que l'animal est inoffensif. Mais tout à coup, la créature bondit et le plaque au sol, l'immobilisant complètement avant de lui ouvrir le ventre et de commencer à se régaler de ses entrailles. En bref, il ne peut rien faire pour se défendre, et il finit par mourir de ses blessures. Maintenant que son travail est accompli, la bête décide de s'en prendre à sa petite amie. Grâce à ses pouvoirs informatiques, le raton laveur de synthèse se faufile jusqu'au campement, trouve la jeune femme assoupie sur une chaise et décide de grimper sur ses genoux. Dans son état de demi-sommeil, elle commence à caresser la créature comme si c'était un de ses chats, jusqu'à ce que le chaton laveur lui morde tout à coup le doigt et la réveille en sursaut. Horrifiée, la femme tente de repousser l'animal et finit par tomber en arrière tout en essayant de lutter pour lui échapper. Et le raton laveur lui enfonce ses crocs dans la gorge. Nous revenons ensuite au ranger Jonathan qui vient de trouver les cadavres des chasseurs au milieu des bois.
Il appelle le poste et dit à la secrétaire que la folle du coin avait raison au final, et il lui demande d'avertir le shérif pendant qu'il va mener l'enquête. Il semble qu'il ne sera pas à la maison pour le dîner, alors avant de partir, il appelle sa femme pour lui dire qu'il sera en retard. Quant à Frankie, il continue de courir à travers la forêt jusqu'à ce qu'il arrive enfin à la cabane où la jeune fille et ses amis sont installés. Mais c'est alors qu'il aperçoit le raton laveur perché dans un arbre à proximité. Terrifié, il fait de son mieux pour ne pas le provoquer, mais il ne peut rien faire lorsque l'animal saute de la cime de l'arbre et le plaque au sol. Peu de temps après, le ranger Jonathan découvre les corps des 2 jeunes gens près de leur campement. En regardant de plus près, il remarque de minuscules craquelures sur le sol et il appelle le poste de police pour avertir la secrétaire qu'il y a peut-être un raton tueur dans la nature. Ok, très bien. On dirait que ce vendeur de hot dog vient de se retrouver du mauvais côté de la chaîne alimentaire. Maintenant, même sans la présence d'un raton laveur tueur, ce type n'aurait jamais dû s'aventurer seul dans une forêt inconnue, parce qu'on ne sait jamais sur quel genre d'animaux on peut tomber là-bas. Il n'y a pas que le raccoon dans ces bois, mais il faut aussi se rappeler que la plupart des animaux sauvages s'enfuient si on s'approche trop près. Donc si l'un d'eux commence à vous grogner dessus depuis des buissons, la dernière chose à faire est de vous en approcher. Il grogne parce qu'il veut que vous foutiez le camp. Du coup, dès qu'il a entendu ce petit gremlin ordurier dans les buissons, il aurait dû commencer à reculer lentement sans se poser de questions. Et peut-être empoigner une pierre ou un bâton ou quelque chose comme ça, juste au cas où il aurait dû se défendre. Ensuite, une fois qu'il aurait pris suffisamment de distance, il aurait dû ramener ses fesses au campement où l'attendait sa petite amie ingrate. D'ailleurs, en parlant de la petite amie, quand elle s'est réveillée avec cette chose qui lui rongeait le doigt, la meilleure chose à faire aurait été d'utiliser son bras libre pour le frapper, vous croyez pas? Ou de la plaquer au sol? À partir de là, elle aurait pu utiliser sa chaise comme arme pour repousser la créature, ou même attraper quelques hot dogs d'haleine dans le sac et les utiliser comme diversion, ce qui lui aurait donné l'occasion de courir vers la voiture ou de sauter dans le lac avant de se faire transformer en pâté pour raton laveur. Quant au Ranger Rick, il a enfin compris que ses bois étaient en fait menacés par un raton laveur enragé. Il est donc temps pour ce prédateur de devenir la proie. Comme il a déjà alerté le shérif, il part sur de bonnes bases. Mais la prochaine étape consistera à se rendre dans les différents campements, chalets et sites de pêche à proximité afin d'éloigner tous les civils de la zone. Ensuite, il devra retourner au poste des rangers pour se munir d'armes et d'équipements tels qu'un fusil de chasse, des tranquillisants, une lampe de poche et des équipements de protection pour se prémunir contre les morsures. Si vous voulez attraper le raccoon, vous devez penser comme lui. Et quelle est la seule chose qu'il aime plus que la chair humaine ? Exactement, encore plus de ces orangettes. Donc, si Jonathan parvenait à mettre la main sur le stock de Denny, il pourrait utiliser cette saleté pour attirer l'animal dans un piège et soit l'abattre d'un tir bien placé, soit le laisser en consommer tellement qu'il finirait par mourir tout seul. Au chalet, Carlos et Natasha sont occupés à s'adonner à des ébats dignes d'American Psycho quand il commence à avoir des petits problèmes de performance. Il prend les choses avec philosophie, donc il se dirige vers la salle de bain pendant qu'elle attend qu'il revienne se coucher. Au moment où il s'éloigne, elle lui demande d'ouvrir la fenêtre pour laisser entrer un peu d'air frais. Mais la brise ne sera pas la seule chose qui entrera, parce que dès qu'il a disparu, le raton laveur surexcité décide de s'inviter à la fête. La créature se glisse à l'intérieur et s'approche furtivement du lit où Natasha est allongée les yeux fermés. Elle pense qu'il s'agit simplement de Carlos et ne se rend même pas compte qu'elle est en danger, jusqu'à ce que Carlos revienne nonchalamment de la salle de bain. Elle soulève alors tout à coup le drap et découvre le raton laveur à l'air enragé qui lui grogne dessus. Maintenant qu'il a été démasqué, l'animal se met immédiatement à attaquer. Et quand les autres entendent les cris provenant de l'autre pièce, ils pensent que leurs amis sont simplement en train de s'amuser comme des fous. Dans la chambre, Carlos reste planté là en imitant le jeune McAllister, tandis que Natasha est littéralement mise en pièces. Franchement, la jeune fille le supplie de l'aider, mais il s'écarte et va se cacher dans un coin. Cependant, il ne va pas très loin avant que le raton laveur ne termine son amuse-bouche et il se met à poursuivre son plat principal. On dirait bien que ce petit démon à fourrure sera la dernière personne qu'il verra jamais. Et affalé contre le mur, il a juste le temps de lancer une dernière réplique avant de succomber à ses blessures. Dans le salon, Denise décide d'aller prendre une douche et Hayden doit démouler un cake. Ils se séparent donc pour aller dans les salles de bain différentes et faire ce qu'ils ont à faire. Le petit ami semble démouler ses cupcakes sans problème, mais il y a juste un hic. Il n'y a plus de papier toilette. Et Denise est trop occupée à prendre sa douche pour l'entendre appeler à l'aide. Les autres ne répondent pas non plus, alors il remonte son caleçon et commence à fouiller sous le lavabo dans l'espoir de trouver d'autres rouleaux. Mais pendant qu'il est distrait, le raton laveur tueur se faufile derrière lui et lui saute sur le dos, lui arrachant brutalement des morceaux de chair alors qu'il se débat pour se libérer. L'animal le maîtrise, lui attrape la tête et le force à la plonger dans les toilettes où il commence à noyer Hayden dans ses propres boulettes. Ah, bark.
Il lutte et remonte à la surface, et Aiden halète pour reprendre son souffle. Mais au même moment, Denise commence à crier à Aiden de lui apporter une serviette, et elle s'énerve quand il ne répond pas. Suivant le son de sa voix, le raton laveur se fraye un chemin dans la pièce et grimpe sur le rideau de douche alors que la jeune fille n'a toujours aucune idée de sa présence. Quand elle a terminé, elle ouvre le rideau et fait tomber le raton laveur au sol. Il se relève alors d'un bond et commence à la déchiqueter, l'enveloppant dans le rideau avant de lui arracher la langue et de la laisser affaler contre le mur avec son sang qui s'écoule dans les canalisations. Ok, bon, ce groupe d'idiots vient de donner un tout nouveau sens à l'expression « se faire choper avec le pantalon aux chevilles ». D'abord, il y a Natacha, qui aurait dû se douter de quelque chose dès qu'elle a senti cette petite créature poilue qui rampait sur elle. Ça aurait été l'occasion pour elle de comprendre qu'il se passait quelque chose, et elle aurait peut-être encore pu repousser le raton laveur avant qu'il ne soit trop tard. Maintenant, si j'avais baissé les yeux et vu cette satanée bestiole sous les draps, je me serais littéralement levée d'un bond et j'aurais commencé à lui donner des coups de pied comme une folle, évidemment. Ce raton laveur était peut-être shooté aux orangettes, mais son corps était toujours celui d'un raton laveur normal. Donc, si elle avait simplement reculé ses jambes et commencé à lui donner des coups de pied comme une furie directement dans la tête, elle aurait pu essayer de le faire tomber du lit ou mieux encore le pousser vers Carlos pour pouvoir s'échapper. Et si ça n'avait pas marché, elle aurait pu essayer de tirer le drap vers le bas pour l'envelopper et l'emprisonner à l'intérieur. Ensuite, elle aurait pu simplement attacher le baluchon et le lancer à travers la pièce en se précipitant vers la porte. Quant à Carlos, il aurait pu essayer d'utiliser une lampe ou quelque chose d'autre pour repousser la créature, mais il ne semble pas vraiment être du genre héroïque. Donc pour être tout à fait réaliste, le meilleur choix aurait été de s'enfermer dans la salle de bain et d'espérer que le raton laveur s'en prenne d'abord à ses potes. Ensuite, il aurait pu simplement sortir par la fenêtre et s'enfuir pendant que la bête était occupée ailleurs. Quant à ses deux amis idiots, ils auraient probablement dû se rendre compte qu'ils étaient en danger bien avant que ça n'arrive. Je veux dire, ils venaient d'entendre leurs amis hurler au meurtre dans la pièce d'à côté. Et il y a une sacrée différence entre des cris « Ah, je suis en train de m'éclater » et des cris « Je suis en train de me faire trucider par un raton laveur !» Vous voyez ce que je veux dire ? Alors, après que tout soit tout à coup devenu silencieux, ils auraient peut-être dû jeter un coup d'œil rapide pour voir ce qui se passait. Dans ce cas, peut-être qu'au moins l'un d'entre eux aurait pu rejoindre la voiture, pendant que l'autre se faisait dévorer vivant. Mais au lieu de s'inquiéter, ces deux crétins ont décidé de se séparer et d'aller dans des parties complètement différentes de la maison. Aiden, rend service à tout le monde la prochaine fois et ferme cette porte. Maintenant que j'y pense, c'est probablement ce qui a attiré le raton laveur au départ d'ailleurs. Mais on dirait que Finn va devoir se trouver un nouveau groupe de copains à présent. À l'extérieur, Finn revient vers le chalet et découvre Frankie blessé allongé à la lisière d'une clairière. Inquiète, elle lui demande ce qui s'est passé. Et une fois de plus, il lui explique qu'il a été attaqué par un raton laveur tueur. Maintenant qu'elle le croit enfin, ils décident qu'ils doivent appeler à l'aide. Le seul problème, c'est que Frankie a laissé son téléphone dans la voiture et que Finn n'a pas vraiment de téléphone. Mais il y a peut-être un téléphone fixe dans la cabane, alors il décide d'entrer pour vérifier. Comme par hasard, le ranger Jonathan arrive juste à ce moment-là. Et maintenant, Frankie doit expliquer ce qui s'est passé pour la 4e fois. Il lui raconte l'histoire du raton laveur démoniaque. Et à sa grande surprise, le ranger le croit vraiment cette fois-ci. Maintenant qu'ils sont tous sur la même longueur d'onde, ils décident rapidement qu'ils doivent partir de là. Finn court donc à l'intérieur pour prévenir les autres. Pendant son absence, Frankie laisse échapper que le raton laveur a pris des substances nocives. Mais avant que le ranger ne puisse lui demander plus de détails, Finn revient en courant et dit que ses amis sont tous morts. Apparemment, le ranger ne ressent pas vraiment le besoin d'aller vérifier. Alors, ils décident tous les trois d'emmener Frankie à l'hôpital. Mais avant de partir, Jonathan veut passer chez lui pour prévenir sa femme. Chez le ranger, sa femme a déjà repris ses anciennes habitudes d'infidélité, sans se douter que son mari est sur le point de rentrer plus tôt que prévu. L'amant arrive, toujours vêtu de sa blouse de laboratoire, mais il ne se rend pas compte que le raton laveur tueur se faufile juste derrière lui. Tout à coup, la créature grimpe sur son dos et commence à lui mordre le cou. Mais Charlotte est trop occupée à prendre sa douche pour entendre ses hurlements. C'est alors qu'elle entend un bruit étrange provenant du bout du couloir. Et quand elle sort de la salle de bain, elle découvre le raton laveur en train d'arracher la chair du dos de l'homme. Terrifiée, elle court vers la cuisine et se réfugie dans un coin. Mais le raton laveur se précipite vers elle et commence à la mettre en pièces. Quand Finn et les autres arrivent dans l'allée, le ranger Jonathan est mortifié de voir que sa femme a recommencé. Il se précipite à l'intérieur et découvre avec horreur le corps de sa femme affalé contre les placards. Mais c'est alors qu'il se retourne et aperçoit le raton laveur. Il sort son arme, tire un coup de feu et le poursuit à l'extérieur de la maison, où Finn, inquiète, s'apprêtait à entrer pour voir s'il allait bien. Tout à coup, la créature bondit sur le dos de Finn et se jette sur son cou, tandis que le ranger prend une position défensive et commence à tirer dans la même direction.
Il est loin d'atteindre sa cible, mais il parvient au moins à effrayer la bestiole. Et maintenant, il est déterminé à arrêter cette abomination poilue avant qu'elle ne tue à nouveau. Il crie aux autres d'aller chercher des armes à l'intérieur pendant qu'il poursuit le raton laveur. Mais la créature se cache derrière une vieille structure en briques et lui tend une embuscade par derrière. Les autres se précipitent à son secours, mais le raton laveur bondit sur Frankie et le cloue au sol. Il attrape une hache, enfonce le manche dans la gueule de la créature et l'envoie voler dans les airs. Et tout à coup, Finn dégaine un fusil et lui fait sauter la tête sans la moindre hésitation, mettant fin à ce cauchemar une bonne fois pour toutes. Au final, ils ont tous appris une leçon très précieuse. Les toxicos et les ratons laveurs ne font pas bon ménage. Eh ouais, quoi? Crack-Coon! Non, ça devait être un clone de Cocaine Bear. Levez la main dans les commentaires si vous avez vu d'autres films comme celui-ci dans le sillage de Cocaine Bear. Ouais, je savais que j'étais pas la seule. Cela dit, les gars, qu'est-ce qui s'est passé dans ce film? Et pourquoi? Bon, au-delà de mes premières réactions, j'ai pris beaucoup de plaisir à travailler sur cette vidéo, ouais vraiment. Mais vous aurez probablement d'autres versions de ce qui aurait pu être fait dans cet épisode, alors dites-moi dans les commentaires si nous aurions dû faire les choses différemment. À part ça, merci beaucoup d'avoir regardé, laissez un like, abonnez-vous et consultez la playlist de Comment Battre pour d'autres vidéos comme celle-ci. Je suis là pour vous. Nous, on se retrouve dans le prochain épisode. Et d'ici là, passez une excellente journée!